Au moment où ton chèque de paie arrive sur ton compte bancaire, tu as exactement 15 secondes avant que ton cerveau ne commence à prendre de terribles décisions financières. Je ne plaisante pas. 15 secondes, c'est tout ce qu'il faut pour que la plupart des gens dépensent mentalement de l'argent qu'ils n'ont même pas encore vu. Ton cerveau commence à calculer combien tu peux dépenser pour ce nouvel appareil, combien de fois tu peux commander de la nourriture à livrer ce mois-ci, ou si tu peux enfin te permettre ces chaussures qui sont dans ton panier d'achat depuis mardi dernier. Mais que se passerait-il si je te disais que ces mêmes 15 secondes pourraient te faire la différence entre rester fauché pour toujours et réellement construire une vraie richesse? Que se passerait-il s'il y avait une routine simple que tu pourrais suivre chaque fois que tu es payé, qui te mettrait automatiquement en avance sur 90% des gens financièrement? Je m'appelle Gabriele, j'ai passé des années à aider les gens à découvrir quoi faire avec leur argent. Si tu veux comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, abonne-toi et like cette vidéo. Voici quelque chose qui pourrait te surprendre. La personne moyenne n'a aucune idée de ce qui arrive à son argent après avoir été payé. Elle sait que son loyer est payé d'une manière ou d'une autre, la nourriture apparaît dans sa cuisine et son abonnement Netflix se renouvelle magiquement. Mais au-delà de ça, c'est le chaos financier complet. Ils sont essentiellement des somnambules financiers qui trébuchent dans la vie en se demandant pourquoi il ne leur reste jamais rien à la fin du mois. La réalité est que la plupart des gens traitent leur chèque de paie comme un cadeau surprise d'anniversaire au lieu de le traiter comme le puissant outil de construction de richesse qu'il est vraiment. Ils s'excitent quand il arrive, dépensent la plupart pour des choses aléatoires dont ils n'ont probablement pas besoin, et passent ensuite les 2 prochaines semaines à manger des céréales pour le dîner et à vérifier obsessionnellement leur solde bancaire. Mais les gens qui réussissent font quelque chose de complètement différent. Ils ont un système, ils ont une routine, et cette routine commence au moment où leur chèque de paie arrive. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sexy. Et ça ne te fera certainement pas gagner 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais ça marche. Et ça marche si bien qu'une fois que tu commences à le faire, tu te demanderas comment tu as pu gérer ton argent d'une autre manière. Le secret est de comprendre que ton chèque de paie n'est pas juste de l'argent que tu as gagné. C'est ta future liberté financière découpée en versements mensuels. Chaque dollar qui entre dans ton compte est un petit bloc de construction qui peut contribuer à ta richesse ou disparaître dans le trou noir des dépenses insensées. La plupart des gens abordent leurs finances à l'envers, ils paient toutes leurs factures, achètent ce qu'ils veulent et essaient ensuite d'économiser ce qui reste. Alerte spoiler, il ne reste jamais rien. C'est comme essayer de remplir un seau avec un trou géant au fond et se demander pourquoi tu ne peux pas retenir l'eau. Les gens qui construisent vraiment de la richesse renversent tout ce processus. Ils se paient en premier, allouent chaque dollar avec intention et font travailler leur argent aussi dur qu'ils travaillent pour le gagner. Ils comprennent que le succès financier ne consiste pas à gagner plus d'argent, bien que ça aide certainement, n'est-ce pas? Il s'agit d'avoir un système qui fonctionne peu importe combien tu gagnes. Pense-y de cette façon. Si tu gagnes 50 000 dollars par an et que tu épargnes et investis 10% de manière constante, tu seras en meilleure forme financière que quelqu'un qui gagne 100 000 dollars par an, mais dépense chaque centime qu'il gagne. La personne qui gagne moins mais suit un système prendra sa retraite confortablement, tandis que celui qui gagne plus travaillera jusqu'à 80 ans parce qu'il n'a jamais appris à gérer ce qu'il avait. Cela nous amène à la base de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de pouvoir construire de la richesse, tu dois savoir exactement où va ton argent. Et je veux dire exactement. Pas une vague idée de tes dépenses principales, mais une compréhension précise de comment chaque dollar est alloué. La première étape de notre routine de jour de paie est quelque chose qui semble ennuyeux, mais est absolument critique pour ton succès financier. Tu dois déterminer quel pourcentage de tes revenus va vers les besoins.
Ce sont les choses sans lesquelles tu ne peux littéralement pas vivre. Nous parlons des coûts de logement comme le loyer ou ton paiement hypothécaire, la nourriture qui te maintient réellement en vie, le transport de base, les services essentiels et les soins de santé. Note que je n'ai pas inclus ton forfait câble premium, ton abonnement de gym que tu n'utilises jamais, ou ton abonnement à 17 services de streaming différents. Ceux-ci peuvent sembler nécessaires quand tu regardes ta série préférée en marathon, mais ils ne sont pas vraiment requis pour ta survie. C'est là que la plupart des gens se trompent complètement. Ils regardent naguer leurs dépenses et se convainquent que tout est une nécessité. Ce paiement de voiture chère devient un transport essentiel. Les visites quotidiennes au café deviennent du carburant nécessaire pour la productivité. Les repas hebdomadaires au restaurant deviennent des activités sociales cruciales. Mais voici la vérification de réalité que tu ne veux probablement pas entendre. Si tu dépenses plus de 60% de ton revenu net en véritables besoins, soit tu vis dans un endroit trop cher pour tes revenus, soit tu appelles des luxes des nécessités parce que ça te fait te sentir mieux par rapport à tes choix de dépenses. Laisse-moi te donner un exemple réel qui pourrait aider à mettre ça en perspective. Imagine quelqu'un qui gagne 75 000 $ par an. Après impôt, il ramène environ 4 750 chaque mois. Si son loyer est de 1800, son paiement de voiture est de 400 et il dépense 500 en nourriture, il est déjà à 2700 en dépenses mensuelles. C'est environ 57% de son revenu net, ce qui est assez raisonnable pour quelqu'un vivant dans une zone à coût élevé. Mais voici où ça devient intéressant. Cette même personne pourrait regarder son budget et penser qu'elle survit à peine, surtout si elle paie aussi pour des services de streaming, mange au restaurant régulièrement, achète du café tous les jours et fait d'autres petits achats qui semblent insignifiants individuellement, mais s'additionnent à des centaines de dollars mensuellement. La clé est d'être brutalement honnête sur ce dont tu as vraiment besoin par rapport à ce que tu veux. Ta future liberté financière dépend de ta capacité à faire cette distinction clairement et constamment. Une fois que tu connais ton vrai pourcentage de besoins, tu sauras exactement combien d'argent tu as disponible pour tout le reste. Et tout le reste, c'est là que la magie se produit. C'est là que tu peux commencer à construire de la richesse. Au lieu de simplement survivre de paix en paix, la deuxième étape critique se produit avant que tu penses même à dépenser de l'argent pour quelque chose d'amusant ou d'optionnel. Tu dois t'assurer que tu es à jour sur tous les paiements de dette que tu pourrais avoir. Il ne s'agit pas de payer toute ta dette immédiatement, bien que ce soit certainement un objectif digne. Il s'agit de protéger ta cote de crédit et d'éviter les frais de retard qui peuvent détruire ton progrès financier. Ta cote de crédit est comme ta réputation financière, et dans notre système économique actuel, cette réputation affecte presque tout. Elle détermine quel taux d'intérêt tu paieras sur une hypothèque, si tu peux te qualifier pour un prêt automobile décent, et parfois même si tu peux louer un appartement ou obtenir certains emplois. Voici quelque chose qui pourrait te surprendre à propos des cotes de crédit. La différence entre une excellente gestion du crédit et une terrible se résume souvent à un seul paiement manqué. Si tu fais 99% de tes paiements à temps, c'est considéré comme bon. Mais si tu descends à 97% de paiements à temps, ta cote de crédit s'effondre considérablement. Un seul paiement manqué peut faire chuter ta cote de crédit de 100 points ou plus, et reconstruire ce score prend des mois ou même des années de paiement parfait. C'est pourquoi faire au moins les paiements minimums sur toutes tes dettes devrait être non négociable dans ta routine de jour de paie. Tu n'es pas nécessairement en train de te concentrer sur rembourser agressivement la dette à cette étape. Tu protèges simplement ta réputation financière et évites les pénalités coûteuses. Pense aux frais de retard comme à de l'argent jeté directement dans les toilettes. Tu obtiens littéralement zéro valeur en retour. Ce paiement de 35 $ en retard sur une facture de carte de crédit de 200 $ représente un taux d'intérêt effectif de 17,5% juste pour ce mois. C'est de la folie,
surtout quand le problème entier aurait pu être évité en configurant des paiements automatiques. Après avoir confirmé que tous tes paiements de dette sont gérés, il est temps pour ce qui est probablement la partie la plus importante de l'ensemble de cette routine. Tu dois commencer à construire ou à contribuer à ton fonds d'urgence. C'est là que la plupart des gens lèvent les yeux au ciel et commencent à penser à sauter cette partie. Je le vois tout le temps. Les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un fonds d'urgence parce que rien de vraiment terrible ne leur est jamais arrivé. Ou ils pensent qu'ils peuvent simplement utiliser des cartes de crédit si une urgence se produit. Ou ils se convainquent qu'ils commenceront à épargner pour les urgences une fois qu'ils gagnent plus d'argent. Voici la vérité brutale. Les urgences ne sont pas des urgences si tu sais qu'elles vont arriver. Ta voiture aura besoin de réparation à un moment donné. Tu auras une dépense médicale inattendue à un moment donné. Tu pourrais perdre ton emploi. Un appareil dans ta maison cessera de fonctionner. Ce ne sont pas des si, ce sont des quand. Un fonds d'urgence correctement financé est ce qui se tient entre toi et la ruine financière complète quand la vie décide de te lancer une balle courbe. La plupart des experts financiers recommandent d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles économisées dans un compte facilement accessible. Mais si tu débutes, cet objectif peut sembler absolument impossible. Ne laisse pas le nombre parfait t'empêcher de commencer. Ton premier objectif devrait être d'économiser 1 000 $. Juste 1 000 $ peuvent de couvrir la plupart des urgences mineures qui détruiraient les finances de quelqu'un vivant de paix en paix. Une fois que tu as 1000, vise 2000. Ensuite 5000. Continue à pousser jusqu'à ce que tu aies au moins 3 mois de dépenses essentielles économisées. Ici et où beaucoup de gens font une erreur critique. Ils construisent leur fonds d'urgence et puis se sentent si accomplis qu'ils arrêtent de contribuer. Ils commencent à utiliser ce fonds d'urgence pour des choses qui ne sont définitivement pas des urgences. Cette nouvelle télévision en solde n'est pas une urgence. Ce voyage spontané vers Vegas n'est pas une urgence. Ces chaussures dont tu n'as pas réellement besoin ne sont définitivement pas une urgence. Ton fonds d'urgence devrait être ennuyeux. Il devrait juste rester là, ne faisant rien, jusqu'à ce qu'une vraie urgence se produise. Et quand une vraie urgence se produit, et que tu dois puiser dans ton fonds d'urgence, ta priorité absolue devrait être de le reconstituer aussi rapidement que possible. Maintenant, voici où cette routine commence vraiment à séparer les constructeurs de richesse des dépensiers permanents. Une fois que tu as tes besoins de base couverts, tes paiements de dette gérés et ton fonds d'urgence en bonne forme, il est temps de commencer à construire de la richesse réelle. Et la façon la plus efficace de construire de la richesse pour la personne moyenne est à travers des comptes de retraite avec avantages fiscaux. Si ton employeur offre une équivalence sur les contributions de retraite, c'est littéralement de l'argent gratuit sur la table. Disons que ton employeur équivaut à 50% de tes contributions jusqu'à 6% de ton salaire. Si tu gagnes 50 000 par an et que tu contribues 6%, c'est 3 000 $ de ton argent. Ton employeur ajoute ensuite 1 500 $ supplémentaires. C'est un retour instantané de 50% sur ton investissement avant même que le marché ne fasse quoi que ce soit. Tu ne trouveras jamais ce genre de retour garanti ailleurs. Ne pas profiter de l'équivalence de l'employeur, c'est essentiellement dire à ton patron « Non merci, garde cet argent supplémentaire que tu essaies de me donner. » Ça ne fait aucun sens. La règle absolue devrait être de toujours contribuer au moins assez pour obtenir l'équivalence complète de l'employeur. C'est des milliers de dollars par an que tu laisses littéralement sur la table, et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas sur ces contributions de retraite. Elles réduisent ton revenu imposable, ce qui signifie que tu paies moins d'impôts maintenant tout en épargnant pour plus tard. Si tu es dans la tranche d'imposition de 22% et que tu contribues 3 000 $ à ton plan de retraite, tu économises 660 $ en impôts cette année-là, tout en ajoutant 3 000 $ à ton avenir. Le gouvernement subventionne essentiellement ton épargne retraite. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent «
Mais Gabriel, je ne peux pas me permettre de mettre de l'argent de côté pour la retraite en ce moment. J'ai à peine assez pour passer le mois. Voici ce que je veux que tu comprennes. Tu ne peux pas te permettre de ne pas épargner pour la retraite. Chaque année que tu attends pour commencer à investir te coûte littéralement des dizaines de milliers de dollars en croissance composée. Même si tu ne peux épargner que 50 dollars par mois en ce moment, c'est infiniment meilleur que 0 dollars par mois. Cette petite quantité commencera à croître et quand tu obtiens des augmentations ou améliores ta situation financière, tu peux augmenter tes contributions. Commencer petit peut sembler insignifiant quand tu débutes, mais souviens-toi, cet argent travaille pour toi pendant des décennies. Plus tôt tu commences, moins tu devras contribuer chaque mois pour atteindre tes objectifs de retraite. Voici quelque chose qui pourrait te faire exploser l'esprit à propos de l'investissement pour la retraite. Si quelqu'un commence à investir 300 dollars par mois à 25 ans et gagne un retour moyen de 8% par an, il aura environ 1 million à 65 ans. Mais s'il attend jusqu'à 35 ans pour commencer à investir le même montant, il n'aura qu'environ 400 000 à la retraite. Ce retard de 10 ans leur coûte environ 600 000 dollars. Le temps est littéralement de l'argent quand il s'agit d'investir, et chaque mois que tu attends pour commencer est de l'argent que tu jettes. Mais voici ce qui est vraiment fou à propos de cette étape. La plupart des gens y pensent trop, au point où ils ne commencent jamais à investir. Ils passent des mois à rechercher la stratégie d'investissement parfaite, à lire sur différentes options de fonds et à analyser les ratios de frais, comme s'ils essayaient de résoudre la faim dans le monde. La vérité est que pour la plupart des gens, un simple fonds indiciel diversifié qui suit le marché boursier général est parfaitement adéquat pour construire de la richesse au fil du temps. Tu n'as pas besoin de choisir des actions individuelles, de chronométrer le marché ou d'être plus intelligent que les investisseurs professionnels. Tu as juste besoin de commencer à investir de manière constante et de laisser l'intérêt composé faire le gros du travail. Une fois que tu as ton investissement de retraite sur pilote automatique, il est temps de s'attaquer à toute dette qui n'est pas ton hypothèque. C'est là que les choses peuvent devenir émotionnellement chargées parce que la dette représente souvent des erreurs passées ou des circonstances hors de notre contrôle. Il y a 2 stratégies principales pour rembourser la dette et les 2 fonctionnent si tu t'y tiens vraiment. La première s'appelle la méthode avalanche, où tu paies d'abord les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Mathématiquement, cela te fait économiser le plus d'argent en paiement d'intérêt au fil du temps. La deuxième approche est la méthode boule de neige, où tu paies d'abord tes plus petites dettes, peu importe les taux d'intérêt. Ce n'est pas l'approche financièrement la plus optimale, mais elle peut être incroyablement motivante parce que tu vois des dettes disparaître rapidement, ce qui te donne l'élan pour continuer. Personnellement, je préfère la méthode boule de neige parce que les finances personnelles concernent plus la psychologie que les mathématiques. Si payer ta plus petite dette en premier te maintient motivé pour continuer le processus, alors c'est la bonne stratégie pour toi, même si ça te coûte quelques dollars supplémentaires en intérêt. La clé est de choisir une méthode et de t'y tenir jusqu'à ce que toute ta dette non hypothécaire disparaisse. N'y pense pas trop. Ne change pas de stratégie à mi-chemin. Et ne néglige certainement pas ta dette en espérant qu'elle disparaisse magiquement. Après avoir géré l'équivalence de retraite de ton employeur et progressé sur les paiements de dette, tu peux commencer à explorer d'autres options d'investissement, comme ouvrir tes propres comptes de retraite ou investir dans des comptes de courtage imposables. Un compte de retraite Roth est particulièrement attrayant parce que tous tes gains croissent complètement libres d'impôts. Tu paies des impôts sur l'argent que tu contribues maintenant, mais quand tu prends ta retraite et commences tôt à retirer des fonds, tu ne devras aucun impôt sur la croissance. C'est comme planter un arbre aujourd'hui et ne jamais avoir à payer d'impôts sur les fruits qu'il produit pour le reste de ta vie. Les limites de contribution pour ces comptes changent annuellement, mais le concept reste le même. Tu investis de l'argent sur lequel tu as déjà payé des impôts, et en échange, toute la croissance future est à toi, à garder sans la partager avec le gouvernement. Pour tes comptes d'investissement réguliers,
en dehors des plans de retraite, la situation fiscale est différente. Tu paieras des impôts sur les gains en capital lorsque tu vends des investissements avec profit, mais le taux d'imposition dépend de combien de temps tu as détenu l'investissement. Détiens-le pendant plus d'un an et tu te qualifieras pour des taux de gain en capital à long terme plus bas. Détiens-le pendant moins d'un an et tu paieras des taux d'impôt sur le revenu régulier sur tout gain. C'est pourquoi les investisseurs qui réussissent pensent à long terme. Ils n'essaient pas de devenir riches rapidement en achetant et vendant des actions constamment. Ils construisent de la richesse lentement et régulièrement, tout en minimisant le montant qu'ils paient en impôts en cours de route. L'étape finale qui lie tout ensemble est probablement la plus importante. Et c'est l'étape qui sépare les gens qui construisent vraiment de la richesse des gens qui ne font que parler de construire de la richesse. Tu dois automatiser tout ce dont nous venons de discuter. Voici le problème avec la volonté. C'est comme un muscle qui se fatigue pendant la journée. Tu pourrais te réveiller un lundi matin en te sentant motivé pour gérer ton argent parfaitement, mais d'ici jeudi après-midi, quand tu es fatigué du travail et stressé par la vie, cette motivation s'est complètement évaporée. Tu regarderas ton compte bancaire et penseras « Je déplacerai juste l'argent vers l'épargne la semaine prochaine quand j'aurai plus d'énergie ». Alerte spoiler, la semaine prochaine, tu auras encore moins d'énergie. C'est pourquoi l'automatisation est absolument critique. Quand ton argent se déplace automatiquement selon ton plan, tu élimines l'émotion humaine et la paresse de l'équation complètement. Ton argent est alloué correctement, que tu aies une bonne journée ou une terrible journée, que tu sois motivé ou complètement épuisé. Voici comment je gère personnellement l'automatisation. Et tu peux copier ce système exactement si tu veux. Quand mon chèque de paie arrive sur mon compte courant, je le laisse reposer là exactement un jour. Pas parce que l'argent a besoin de temps pour se déposer, mais parce que je suis paranoïaque sur le timing et je veux m'assurer que tout se compense correctement. Ensuite, le jour après avoir été payé, les transferts automatiques se produisent comme une horloge. Un montant prédéterminé se déplace de mon compte courant vers mon compte d'épargne. De là, d'autres transferts automatiques déplacent l'argent vers des objectifs spécifiques. Peut-être que quelque chose va à mon fonds d'urgence si je le construis encore. Peut-être que quelque chose va à mes comptes d'investissement. Peut-être que quelque chose va à un compte séparé où j'épargne de l'argent pour les impôts si je suis travailleur autonome. La beauté du système est que je n'ai jamais à y penser. Je n'ai jamais à me souvenir de déplacer l'argent. Je n'ai jamais à combattre la tentation de dépenser de l'argent qui devrait aller vers mon avenir. Ça arrive juste automatiquement, comme mon paiement de loyer ou ma facture de téléphone. Mais voici où la plupart des gens gâchent complètement l'automatisation. Ils configurent tous ces transferts automatiques et oublient ensuite de les ajuster quand leur situation change. Ils obtiennent une augmentation au travail, mais continuent à épargner le même montant en dollars, au lieu d'augmenter leur taux d'épargne. Ils remboursent une dette, mais oublient de rediriger ce paiement mensuel vers les investissements. Ils fonctionnent sur pilote automatique financier, mais ne mettent jamais à jour leur plan de vol. Cette routine de jour de paie n'est pas de la science spatiale, mais elle fonctionne parce que la plupart des gens ne suivent jamais vraiment de système. Commence à traiter ton argent comme l'outil de construction de richesse qu'il est au lieu de l'argent Monopoly que tu as trouvé dans les coussins de ton canapé. Automatise tout, tiens-toi au plan, et dans 5 ans, tu riras de voir à quel point c'était simple pendant que tous les autres se demandent encore où leur argent a disparu. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre quoi faire quand tu es payé, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quelle partie de cette routine tu vas mettre en œuvre en premier. On se voit dans la prochaine.